Donc bonjour à toutes et tous, merci de m'avoir invité pour ce cycle de séminaires autour de l'éducation et de la citoyenneté à l'ère numérique et plus particulièrement pour parler d'IA et d'approches féministes. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous le jour même. Euh, voilà, et puis pour me présenter peut-être rapidement avant de commencer la présentation, je m'appelle Julie Marquez, je suis docteure en sciences de l'information et de la communication et en sciences du langage, et j'ai soutenu une thèse donc en septembre 2024 qui s'intitule Actualisation des rapports sociaux en contexte d'intelligence artificielle globalisée, qui était une thèse qui interrogeait la gouvernance par et de l'IA au prisme d'une approche intersectionnelle que j'ai menée au sein d'Orange Group et avec laquelle il s'agissait en gros d'aller interroger à la fois comment l'intelligence artificielle produit des inégalités et des discriminations et comment des organisations comme Orange viennent produire un ensemble de chartes, de lignes directrices, de processus pour venir limiter les inégalités, les discriminations produites par ces technologies. Aujourd'hui, je suis chercheuse au sein du laboratoire Fabrique de pensée critique, qui est un laboratoire de sciences sociales à l'INSA Rennes. Et donc je continue de travailler sur l'IA, sur le numérique, sur les techniques, que je continue d'aborder aussi au prisme d'approches plutôt critiques, donc comme les études de genre, des approches décoloniales et intersectionnelles. Mais je m'intéresse plutôt au fait, enfin, ou à comment des communautés ou des groupes minorisés ou vulnérables s'organisent et s'approprient ces technologies, s'organisent autour de ces technologies, s'approprient ces technologies, à la fois pour faire remonter les impacts que l'IA ou les algorithmes ont sur elles et eux, mais aussi éventuellement pour utiliser ces outils comme forme d'émancipation ou pour se réapproprier des capacités d'agir autour de ces techniques. Donc voilà rapidement pour moi. Maintenant, si je vous parle de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, donc je ne vais pas présenter tous mes résultats de recherche, mais je vais plutôt me concentrer sur un pan particulier qui je pense serait intéressant pour les débats ensuite, qui est la question des oppressions algorithmiques. Et notamment, je vais me concentrer sur pourquoi il est intéressant d'analyser, d'appréhender l'intelligence artificielle au prisme des études de genre, des approches décoloniales et de l'intersectionnalité. Qu'est-ce que ces perspectives, elles nous permettent de rendre visibles? Qu'est-ce qu'elles mettent en avant? Quels sont les angles morts qu'elles permettent de penser? Donc voilà sur quoi un petit peu je vais m'exprimer là dans le cadre de cette présentation. Et puis peut-être avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, pour tomber aussi toutes et tous d'accord sur c'est quoi l'intelligence artificielle, et sans rentrer ou vous abasourdir avec tout un ensemble de définitions. Je vais juste dire que l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est une technique, ou plutôt c'est tout un ensemble de techniques et de pratiques qui sont rassemblées sous le terme d'intelligence artificielle, sous cette expression, pour laquelle il n'y a pas vraiment de définition univoque, pour laquelle et sur laquelle il y a énormément d'ailleurs de désaccords sur exactement qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle. Et donc dans ce cadre, on se rend compte que l'expression IA, c'est plutôt un concept ombrelle qui vient regrouper tout un ensemble de pratiques, de modèles, de cas d'usage, d'applications, etc. Donc partant de là, ce terme, ce qui sert aussi à faire, c'est à projeter et à narrer une certaine idée du futur et de ce que devrait être ce que devraient être les capacités en fait de cette technique à produire ce même futur. Donc le terme immobilise à la fois tout un ensemble de pratiques, où il recouvre tout un ensemble de pratiques en termes techniques, mais il recouvre aussi, et ça c'est important, tout un ensemble de narratifs et de mythes autour de cette technique et autour de ses capacités.
Je ne vais pas m'attarder plus sur le fonctionnement de l'IA et je vais plutôt dire, à la suite de Dominique Cardon, que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant les conditions de fonctionnement de la société des calculs. Le propos, il n'est pas mathématique, mais il est pleinement politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'intelligence artificielle, en fait, au-delà de ses capacités techniques ou de sa dimension technique plutôt, c'est une technique qui est intrinsèquement sociale, idéologique et politique. Et donc les approches de type les études de genre, les approches décoloniales et intersectionnelles, c'est ce qu'elles vont nous permettre de mettre en avant le fait que euh, euh, qu'on doit dépasser la lecture uniquement technique de l'IA et aller voir qui produit cette technique, qui détient les savoirs qui se retrouvent dans cette technique et quels savoirs même sont représentés par cette technique, le qui aussi peut tenir des discours ou produit des discours qui entourent le déploiement de l'intelligence artificielle et comment aussi cette technique, elle va s'inscrire dans des rapports sociaux qui sont existants et qui traversent la société. Donc dit autrement, ces approches-là, les approches des études de genre, décoloniales et de type l'intersectionnalité, elles vont nous permettre de regarder dans quelle mesure l'IA, elle contribue à reproduire des inégalités, des discriminations, ou au contraire à transformer en fait les questions d'inégalité et de discrimination. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut rappeler, c'est que en sciences sociales, l'une des premières choses qu'on fait quand on vient parler de technique, et donc quand on vient parler d'IA, c'est de dire que ce n'est absolument pas un outil neutre, mais que c'est un outil qui est profondément politique et social. Donc Chabot, Richter et Gardet, par exemple, elles nous expliquent que la technique, elle est souvent instrumentalisée à des fins de pouvoir. Et ça s'applique donc aux systèmes d'IA qui ne sont pas juste des outils de calcul, mais qui vont venir organiser la société, organiser les relations dans cette société, décider qui compte ou non, décider qui est visible ou non. Et ça, donc, c'est ce que nous permettent de mettre en avant ou de rendre visibles les approches que je mobilise dans mon travail. Si on résume cette idée, on pourrait reprendre l'expression de Madeleine Akrich qui est de dire que la technique et donc l'IA, c'est à la fois ce qui façonne la société et ce que la société façonne. On est donc dans un rapport de co-construction entre IA et société. Et l'IA, dans cette idée-là, dans ce contexte-là, elle n'existe jamais seule ou en dehors des contextes qui la produisent. Ça va rejoindre tous les travaux de Donna Haraway qui critiquent l'idée d'une science et d'une technique qui serait complètement universelle et qui prétendent à un point de vue de nulle part, en quelque sorte, qui est souvent ce qu'on retrouve dans la question de l'intelligence artificielle, l'impression que le fait que c'est une technique, le fait que ce soit mathématique, le fait que ce soit produit par les sciences, assurerait en fait une certaine universalité de cette technique qui pourrait être appliquée pour tous et dans tous les contextes de manière complètement universelle et qu'elle pourrait prétendre aussi à une certaine vision comme surplombante ou omnisciente, ce qui fait qu'on oublie trop souvent qu'elle est produite justement par certains contextes, qu'elle est produite par certains points de vue, et c'est ce que Donna Haraway souligne quand elle étudie la question des sciences et des techniques, c'est de dire que le point de vue de nulle part n'existe pas, que tout savoir, toute technique est toujours produit d'un point de vue particulier et partial. Ce qui compte donc, c'est de prendre conscience de cette partialité et du fait que le point de vue depuis lequel la technique est construite est situé. Donc analyser l'IA et ses impacts sociaux, ça revient à dévoiler ce qu'Haraway appelle des jeux de ficelles, c'est-à-dire un assemblage de discours, de pratiques, de savoirs, de controverses et d'interactions
qui vont composer et qui vont se retrouver dans la technique dite intelligente. Ces jeux de ficelle, ils vont nous révéler que l'IA, elle n'est pas purement technique, mais qu'elle est imbriquée dans des structures de pouvoir. Autrement dit, les approches mobilisées et dont je vous parle aujourd'hui, elles vont venir détricoter les modalités par lesquelles les IA sont pensées pour ouvrir certaines options sociales ou enfermer d'autres, pour ouvrir certains possibles, certains futurs ou enfermer d'autres, et par ailleurs, ouvrir ou fermer ces possibles pour certains et certaines personnes. Partant de là, quand on utilise les approches intersectionnelles, les études de genre ou les approches décoloniales pour analyser les systèmes d'IA, ce qu'on vient révéler, c'est que l'objectivité mathématique dont on recouvre les techniques ne sont finalement pas avérées. Et en même temps, il va être question de dévoiler le fait que l'IA, elle va participer à l'intégration, la production, voire la justification des oppressions. Pour analyser ce phénomène, je m'appuie sur les travaux de Sofia Umoja-Noble, et notamment sur son concept d'oppression algorithmique, qui vise à dénoncer toute forme d'oppression qui sont produites via la technique dite intelligente. Donc souvent, on ne parle pas d'oppression algorithmique, mais on parle plutôt de biais de l'IA, pour parler du fait que l'IA produit des inégalités et des discriminations. Et Sofia Umoja-Noble, elle nous montre que, la problématique est bien plus complexe et bien plus profonde que ça. Et donc c'est à ça que sert le concept d'oppression algorithmique. Il montre aussi que les oppressions produites par les systèmes d'IA, ils s'agencent en 3 axes. Le premier, que les oppressions algorithmiques, elles sont observables dans la manière dont les systèmes d'IA sont pensés, notamment parce que, à la conception, les conséquences sur les personnes qui subissent l'oppression et les injustices ne sont pas prises en compte par celles et ceux qui produisent ces systèmes. En second lieu, elles apparaissent dans l'invisibilisation récurrente de ces mêmes personnes, donc des groupes minorisés et des groupes vulnérables, de leurs pratiques, de leur savoir, de leur parcours, et de leur expérience via ces technologies. Et enfin, parce que l'IA, elle s'inscrit aussi dans des enjeux économiques, elle va participer donc à des formes d'exploitation des personnes minorisées. Et notamment, il y a eu un documentaire à France 2, sur les travailleurs et travailleuses fantômes de l'IA, qui rendent très bien compte de ça et qui s'appuie sur les travaux de Cassili, qui viennent mettre en visibilité comment, pour produire de l'IA, on a toute une chaîne d'exploitation de travailleurs et travailleuses, donc qui sont dites fantômes, dans les pays du Sud global, qui vont aller indexer, labelliser ou nettoyer les données, qui ensuite servent à produire l'intelligence artificielle, ou à concevoir et développer l'intelligence artificielle. Donc il y a les travaux de Cassili qui en parlent très bien, mais aussi les travaux de Kate Crawford qui montrent et qui mettent en visibilité ces questions d'exploitation liées à l'intelligence artificielle et à sa chaîne de production. Donc ces oppressions algorithmiques, on les retrouve très concrètement dans l'IA, et donc là je vais vous montrer quelques exemples pour venir illustrer mon propos. Et donc le premier, c'était d'aller voir, quand on fait une requête à DALL-E, donc là c'est moi qui ai fait des requêtes à DALL-E, qui est un système, qui est une IA générative d'images. Et donc je lui ai demandé de me représenter une personne travaillant dans le secteur académique, puis une personne travaillant dans le secteur informatique, une personne travaillant dans l'enseignement primaire et une personne issue du secteur du soin aux personnes. Ce qu'on voit à travers ces images-là, c'est que avec un prompt minimal qui décrit très peu d'éléments et qui est très peu descriptif en fait, DALL-E donc, va venir reproduire ce qu'on appelle la ségrégation des genrés des emplois, en imposant ou en reproduisant des formes, des attributions genrées de quel métier serait féminin et quel métier serait masculin. Donc ça vient reproduire la division sexuée du travail.
Et en même temps, cet exercice de reverse, donc qu'on appelle de reverse prompt engineering, que je fais souvent avec mes étudiants ingénieurs, c'est un exercice qui permet de leur montrer que l'IA, elle n'est pas neutre, qu'elle encode et diffuse des représentations sociales qui sont stéréotypées. C'est un premier niveau donc d'oppression algorithmique, celui qui façonne nos imaginaires collectifs, hein, qui vient aussi diffuser à nouveau ou justifier en quelque sorte des organisations, enfin des formes d'organisation sociale. Mais ce biais, il concerne pas seulement la production d'images ou les stéréotypes de genre. Par exemple, il y a aussi, cette question de l'oppression algorithmique, elle est au cœur des fondations même des IA génératives, comme ChatGPT, Bard, Mistral et tout autre modèle, dont la manière dont on évalue ces systèmes, puisqu'en fait, on évalue beaucoup les IA en fonction des résultats qu'elles produisent et notamment en fonction de leur capacité à générer des réponses similaires à celles d'un être humain. Donc en gros, ce qu'on fait pour voir si une IA, elle fonctionne bien, c'est qu'on va l'évaluer et on va évaluer ses résultats pour voir si elle se rapproche des résultats d'un être humain. Et plus ces résultats vont être proches de la réponse d'un être humain, plus elle sera considérée comme performante. Toutefois, l'article Quel humain des chercheurs et chercheuses Atari, Xiu, Park, Blacksey et Heinrich remettent en question les populations humaines de référence utilisées pour évaluer les performances de l'IA, puisque avec leur étude, elles montrent que ces IA contiennent un biais qui est qualifié dans l'article de biais weird pour donc Western Educated, Industrialized, Rich et démocratique, qui est de dire qu'en fait les réponses des IA génératives, elles se rapprochent le plus des humains issus des pays occidentaux, éduqués, industrialisés, riches et démocratiques. Ce qui signifie que ces IA, elles sont basées sur les cultures, les sociétés et les fonctionnements psychologiques et cognitifs des populations du Nord global principalement. On voit bien ici donc un deuxième niveau d'oppression algorithmique. En prenant pour référence une humanité partielle, l'IA invisibilise toutes les autres expériences et impose un universalisme fictif. Ce constat, il est renforcé quand on regarde d'où viennent les données d'entraînement des systèmes actuels, puisque le rapport Mozilla sur la santé d'Internet montre une surreprésentation des données issues du Nord global, ce qui est illustré donc par le planisphère que vous voyez sur la slide, qui est issu du rapport, et dont la distorsion en fonction des pays illustre le surusage des jeux de données issus du fameux pays. Ça vient accentuer ça, donc des déséquilibres, ça limite la diversité des perspectives et ça confirme que l'IA, elle est produite depuis un point de vue situé, mais qui est souvent et malheureusement un point de vue qui reste andro, hétéro et ethnocentré. Ces logiques, elles peuvent devenir encore plus violentes lorsqu'elles s'articulent directement à des systèmes de décision qui concernent la vie, les parcours des personnes et des groupes. Donc c'est ce qu'on voit avec des systèmes d'IA qui participent au racisme, en calculant par exemple, donc on avait le système Compass aux États-Unis qui était utilisé dans le domaine judiciaire pour venir calculer un risque de récidive et d'un détenu et qui calculait un risque de récidive plus élevé pour les détenus racisés que pour les détenus blancs. Ça se voit aussi quand les systèmes d'intelligence artificielle viennent actualiser le sexisme, par exemple dans les outils d'aide au recrutement, qui vont considérer des profils masculins comme plus compétents que des profils féminins. Donc ce qu'on a vu à travers les IA génératives d'images, on le retrouve par ailleurs dans les outils d'aide au recrutement. Ou encore à l'intersection de ces discriminations avec la question de la reconnaissance faciale qui ne va pas détecter les femmes racisées. Donc ça, c'est les travaux de Gebru et Buolamwini qui le montrent très bien. Dans ce contexte-là, et c'est pour ça que j'aime pas beaucoup l'expression de biais,
c'est que l'IA, enfin la question de la discrimination et des inégalités qui vont être produites par l'IA, ça va dépasser le simple bug. On ne peut pas se dire qu'il s'agit simplement d'une erreur technique. L'IA, elle va participer aux idéologies, elle va venir faire système et ses conséquences, elles peuvent être violentes et réaffirmer des hégémonies. Face à ces problématiques, ce que j'ai pu voir notamment dans mon terrain de recherche en thèse, c'est que on assiste vraiment à des définitions de l'éthique de l'IA. Donc on a tout un ensemble d'organisations qui, dès 2011 et plus particulièrement à partir de 2017, vont produire tout un ensemble de chartes, principes directeurs, qui sont supposés cadrer la conception, le développement et le déploiement de l'IA, et qui sont censés correspondre à une éthique de l'IA. Toutefois, ce que j'ai pu observer et ce qui ressort de ma recherche, c'est que l'éthique de l'IA, elle est très floue, elle a des contours extrêmement flous, à la fois dans sa définition générale dans les chartes, mais aussi dans ses modes d'application. Et en même temps, l'éthique de l'IA, ça produit des formes d'éthicisation du monde social, c'est-à-dire que en venant mettre une couche éthique sur les inégalités, les discriminations, les risques aussi en termes de droits et libertés fondamentaux, eh bien on vient comme aplatir ou invisibiliser les rapports sociaux et neutraliser ou dépolitiser plutôt les enjeux qui entourent et qui accompagnent l'IA. Ensuite, ce qu'on voit énormément aussi, c'est que la question de l'éthique, elle vient en quelque sorte absorber les critiques de l'intelligence artificielle. En fait, l'éthique, c'est aussi une réponse aux critiques, aux dénonciations qui sont faites face au système d'intelligence artificielle. Et c'est de dire, nous prenons en compte la problématique et en quelque sorte, ça vient taire à nouveau les critiques. Et un des points aussi sur lesquels que j'ai mis pas mal en discussion dans ma thèse, et ça rejoint plus la question de la justice sociale en contexte d'IA, c'est de voir que dans la question de l'éthique de l'IA, ce qui est présenté, c'est que l'IA serait produite grâce à cette éthique de manière juste et équitable. Or, l'IA qui est produite à l'issue de tous les processus qui sont proposés pour assurer une éthique de l'IA, c'est plutôt une IA qui serait acceptable. Or, cette IA acceptable, elle est acceptable pour certains et certaines, mais elle maintient toujours ou elle actualise des rapports sociaux, elle actualise des inégalités et des discriminations. Donc derrière l'éthique de l'IA, ce qui est souvent discuté, ce n'est pas comment mettre cette technique au service des minorisés et de l'émancipation ou d'une forme de justice sociale, mais les conditions pour produire une IA qui est acceptable, c'est-à-dire une IA qui ne remet pas en cause les rapports sociaux, leur articulation, tout en se parant d'une apparence de progrès et puis de responsabilité en quelque sorte. Toutefois, et pour pas rester dans un tableau complètement négatif, ce qu'on voit émerger tout de même, et ça c'est plutôt des choses sur lesquelles, ce que j'avais ouvert à la fin de ma thèse et sur lesquelles je travaille actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus d'appels à produire à la fois des communs de l'IA et aussi des formes d'IA participatives. C'est-à-dire que on a beaucoup d'approches critiques et c'est en ça aussi que c'est intéressant d'aller voir du côté des approches féministes et décoloniales et intersectionnelles, c'est qu'elles vont nous permettre de penser et de rendre visibles les angles morts à la fois des techniques, de l'éthique telle qu'elle est pensée pour ces techniques aujourd'hui, et elles vont nous proposer des horizons d'émancipation. Et donc parmi ces horizons, ce qui nous est proposé, c'est de penser plus des éthiques relationnelles ou des éthiques du care en contexte d'IA, ou de penser l'IA depuis plutôt l'éthique relationnelle et les éthiques du care, ce qui signifie aller s'interroger sur qu'est-ce que ça voudrait dire
une IA qui prend soin du monde social, une IA qui prend soin des sociétés, une IA qui prend soin des groupes minorisés. Quelle forme ça pourrait prendre et, comment ça pourrait se mettre en place, selon quelle modalité. Et donc ça, il y a de plus en plus de perspectives plutôt participatives, en fait, qui sont des perspectives qui partent, qu'on dirait bottom-up, c'est-à-dire qui partent de l'expérience des minorisés ou des populations vulnérables pour faire remonter en fait des systèmes plus désirables ou qui servent l'intérêt général, on va dire. Et parmi ces perspectives, on a donc toutes les pratiques de design justice, de design décolonial ou design pour le plurivers aussi, qui nous sont proposées. Et ce qui peut être intéressant, ou peut-être le point que je voudrais souligner, et pour vous en fait aujourd'hui, c'est que dans ces perspectives, on nous offre des outils, on nous propose des outils pour penser et pour interroger nos relations à ces systèmes. Et notamment, ce que ces perspectives nous invitent à faire, c'est d'aller interroger qui participe au processus de conception, de design, de développement, de déploiement de l'IA, qui est disproportionnellement impacté par ce même design, par ce même système, et qui est bénéficiaire de l'IA et de son design. Donc en fait, là, l'idée, c'est de penser et concevoir l'IA avec et non pour, en incluant des voix minorisées, des expériences situées, pour appliquer un principe de care aux technologies. Et c'est aussi, pour nous, en tant que citoyens et citoyennes, des manières de venir interroger les systèmes auxquels on est confronté. Donc pour conclure, pour dépasser un peu la monoculture des big tech en matière d'IA, pour dépasser aussi la privatisation et l'idée que l'IA serait un objet complètement neutre, complètement objectif, qui pourrait s'appliquer de manière universelle, il faut à la fois donc remettre en question la neutralité des technologies. Ce que je présentais au tout début, c'est vraiment le mythe de la neutralité technique. Il y a une grosse question là-dessus de conscientiser en fait ce que c'est qu'une technique, ce qui est mis dedans, qui l'a construit, et quelle perspective se retrouve favorisée par la technologie. Ensuite, la mobilisation des approches féministes, intersectionnelles et décoloniales nous permettent de venir rendre compte à la fois des impacts de ces technologies sur les minorisés et les populations vulnérables, mais aussi des limites des outils et des approches éthiques telles qu'elles sont pensées aujourd'hui. À savoir, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, que l'éthique de l'IA aujourd'hui, elle est pensée principalement par des acteurs économiques. Elle est pensée également beaucoup depuis les pays du Nord global, et donc on se retrouve avec les mêmes angles morts dans l'éthique que dans l'IA. Et puis, en fait, les perspectives dont j'ai discuté, elles nous ouvrent tout de même des horizons d'émancipation pour penser nos relations à ces technologies et des manières de faire autrement avec ces technologies. Voilà, je vous remercie et puis j'espère que ça produira des débats